Bonjour à tous. Le 3 janvier 2026 marque un tournant historique pour l'Amérique latine, l'arrestation spectaculaire de Nicolás Maduro par les forces spéciales américaines lors d'une opération militaire surprise à Caracas. Cette intervention met fin à plus de 2 décennies de régime socialiste au Venezuela, un pays autrefois prospère, réduit à la ruine par une idéologie destructrice. Mais tout d'abord, bonjour à tous. Vous êtes sur Métapolitique, une chaîne proposant des versions podcast de mes articles publiés sur le blog du même nom. Vous y trouverez également des critiques et des résumés de livres qui m'ont intéressé. Au-delà de cet événement spectaculaire, je voulais comprendre les racines profondes de cette crise au Venezuela. Pour cela, il est essentiel de se pencher sur la critique du modèle socialiste vénézuélien tel qu'exposé il y a une dizaine de jours, le 24 décembre 2025, dans l'excellente interview de l'économiste vénézuélien Daniel Di Martino sur le podcast britannique Trigonometry. Cette interview prend aujourd'hui une résonance prophétique. À travers son témoignage personnel et son analyse rigoureuse, Di Martino, émigré depuis 10 ans aux États-Unis, explique comment le Venezuela est passé d'un paradis économique à un enfer autoritaire. Et ce matin même, le 5 janvier, Francis Foster et Konstantin Kisin ont diffusé un live spécial sur Trigonometry pour analyser les tout derniers développements. Francis, avec ses racines vénézuéliennes, apporte un regard personnel précieux sur la situation sur place et les implications géopolitiques. Les faits récents de l'intervention américaine viennent ensuite illustrer concrètement les conséquences d'un régime criminel et corrompu, et ce que cela nous enseigne pour l'Occident. Le socialisme, sous quelque forme que ce soit, mène inévitablement à la misère, à la dépendance et à la dictature, tandis que seule la liberté économique peut restaurer la prospérité. L'un des 2 animateurs de Trigonometry, Francis Foster, a des liens avec le Venezuela. Il est né d'un père britannique et d'une mère vénézuélienne. Il a grandi entre Londres et le Venezuela, et l'espagnol était sa première langue. Il co-anime leur podcast aux côtés de Konstantin Kisin, qui lui est originaire de Russie, ses parents ayant fui l'URSS. Dans cet épisode précis, intitulé « Pourquoi le socialisme ne fonctionne jamais, un avertissement du Venezuela », Francis Foster mentionne effectivement ses expériences directes du Venezuela, visites familiales entre autres. Il partage même une anecdote sur un parent qui était président de la Banque centrale du Venezuela sous Chavez, quand les réserves d'or furent saisies par le gouvernement. Passons donc au contexte d'un effondrement annoncé, d'un pays à la richesse pétrolière à la misère socialiste. Le Venezuela n'a pas toujours été synonyme de chaos. Dans les années 1950, il figurait parmi les 4 pays les plus riches au monde en termes de PIB par habitant, ce qui s'explique car la majorité des puissances européennes ou le Japon étaient détruites par la guerre. Il surpassait même l'Espagne et l'Italie jusqu'aux années 1990. Grâce à ses réserves pétrolières, les plus importantes du globe, et à une économie libérale favorisant l'investissement et l'immigration, le pays attirait des Européens fuyant la pauvreté d'après-guerre. Les grands-parents de l'interviewé, Daniel Di Martino, ont immigré d'Espagne et d'Italie vers ce hub d'investissement, où la liberté économique permettait de démarrer des entreprises facilement. Mais le déclin a commencé avec la nationalisation du pétrole en 1976, sous des gouvernements démocratiques tentaient d'utiliser les revenus pétroliers pour financer un État-providence. La pauvreté a explosé, passant de 18% en 1980 à 65% en 1996. Les inégalités également. Le Venezuela à l'époque étant loin d'être un paradis non plus. C'était un pays où la corruption régnait. Mais c'était par contre un pays globalement riche. C'est dans ce climat de frustration que Hugo Chavez, charismatique et populiste, accède au pouvoir en 1998 en promettant un socialisme du XXIe siècle. Soutenu par Cuba, qui recevra du pétrole gratuit en échange de formations idéologiques, Chavez réécrit la Constitution, allonge les mandats présidentiels, abolit le Sénat et centralise le pouvoir. Di Martino décrit comment Chavez expropriait arbitrairement des entreprises, pointant du doigt des commerces en criant « exproprié ». Ça rappelle le afuera de Javier Milei en Argentine, mais c'en est l'opposé complet. Exproprier des commerces, nationaliser des fermes, banques ou usines pour les donner en gestion à des fonctionnaires n'a jamais fonctionné nulle part. Résultat,
Plus de 6 millions d'hectares agricoles saisis, mais une production alimentaire en chute de 75%, et une industrie pétrolière sabotée par le remplacement d'experts par des loyalistes politiques incapables de les maintenir. Chavez meurt d'un cancer et est remplacé par son successeur désigné, Nicolás Maduro, en 2013. Sous son régime, ses politiques se sont intensifiées. Les contrôles de prix ont rendu la production non rentable, provoquant des pénuries chroniques, files d'attente interminables pour du lait ou du papier toilette, coupures d'électricité et d'eau pendant des jours. Di Martino, qui a vécu cela adolescent, raconte les coupures d'eau quotidiennes, avoir porté des bidons d'eau sur 5 étages. L'hyperinflation a ravagé l'économie et le pays, autrefois exportateur de pétrole, manque même d'essence malgré ses réserves. Le fait est qu'il y a eu un rôle central du socialisme dans la catastrophe. Le socialisme n'est pas une victime collatérale de la corruption ou des sanctions américaines, mais le cœur du problème, selon Di Martino. Défini comme le contrôle gouvernemental des moyens de production, il supprime les incitations à l'innovation et à l'investissement. Au Venezuela, les nationalisations ont conduit à la faillite des entreprises. Champs agricoles désertés malgré un climat tropical, raffineries en ruine par manque d'entretien. Les missions sociales, financées par un baril de pétrole décuplé, de $10 à $100 entre 1999 et 2008, ont masqué l'échec initial. Mais une fois les revenus en baisse, le système s'est effondré. Di Martino rejette les excuses. Des pays corrompus comme l'Iran ou l'Arabie saoudite, sous sanctions plus dures, n'ont ni hyperinflation ni exode massif, car ils ne sont pas socialistes. En Iran, on peut nourrir sa famille. Au Venezuela, non. Le régime est devenu un narco-État, avec le cartel des soleils impliquant des généraux dans le trafic de drogue. Une bonne part de la cocaïne aux USA passe par le Venezuela qui n'est pas un pays producteur, mais de passage et de blanchiment. Pire, le gouvernement s'est lié à des terroristes comme les FARC de Colombie, mais aussi le Hezbollah libanais qui l'a même accueilli dans des camps d'entraînement sur l'île de Margarita. Allié à l'Iran, la Russie et la Chine, qui achètent le pétrole vénézuélien, le régime utilise la pauvreté pour maintenir le contrôle. Le socialisme rend les gens pauvres et dépendants. C'est ainsi qu'il reste au pouvoir, affirme Di Martino. Le Venezuela, qui aurait pu être comme les Émirats arabes unis, rente pétrolière, petit gouvernement, basse taxation, prospérité, est devenu un désert économique. Voyons maintenant les événements récents. La fraude électorale de 2024 et l'intervention américaine. La crise a culminé avec les élections du 28 juillet 2024, marquées par des accusations massives de fraude de la part de l'opposition et d'observateurs internationaux. Le Conseil national électoral pro-Maduro proclamait sa victoire malgré des preuves indiquant une majorité pour son opposant, Edmundo González, soit environ 67% des voix selon des données d'opposition. Des manifestations post-électorales ont entraîné l'arrestation de milliers de personnes avec une répression violente et environ 900 prisonniers politiques encore détenus fin 2025. L'opposition était menée par l'activiste Maria Corina Machado, qui a d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix en 2025 pour son engagement pour les droits démocratiques au Venezuela et sa lutte pour une transition pacifique de la dictature à la démocratie, malgré les menaces et sa vie en clandestinité après les élections de 2024. Elle a unifié l'opposition fragmentée et inspiré des millions par son courage civique face au régime de Maduro. Dès août 2025, les États-Unis ont accru leur présence militaire dans les Caraïbes, saisissant des pétroliers vénézuéliens et frappant des navires liés au trafic de drogue. Le 1er janvier 2026, le régime a libéré 88 prisonniers pour apaiser les pressions. Mais les tensions ont persisté avec un blocus naval et des opérations de la CIA de surveillance de Maduro. Le 3 janvier 2026, à 2 heures du matin, les États-Unis lancent l'opération Absolute Resolve. Plus de 150 avions mènent des frappes aériennes sur la capitale Caracas et ses environs, ciblant bases militaires comme Fort Tiuna et l'aéroport de la Carlota. L'électricité est coupée dans la capitale. Les forces Delta et le FBI capturent Maduro et son épouse Cilia Flores dans leur résidence, les transférant vers New York malgré des tirs et un hélicoptère endommagé. L'opération dure une demi-heure, avec des pertes estimées à 40 morts côté vénézuélien.
le couple présidentiel affronte des accusations de narcoterrorisme et trafic de drogue. Bien que de nombreuses voix à travers le monde aient critiqué le mode opératoire américain, qualifiant l'opération d'intervention unilatérale ou même d'enlèvement, l'opposition vénézuélienne célèbre sans réserve cette intervention comme une libération historique et appelle immédiatement à une transition démocratique pacifique. Cependant, comme l'expliquent Francis Foster et Constantine Kizine dans leur live de ce matin, la situation sur place est plus nuancée. À Caracas et dans les grandes villes vénézuéliennes, il n'y a pas d'explosion de joie dans les rues. Un lockdown strict est en place, les gens ne peuvent sortir que pour l'essentiel et les collectivos, les milices du régime, patrouillent encore. Les scènes d'euphorie collective que l'on voit viennent principalement de la diaspora. À Miami, Madrid, Bogota ou ailleurs, c'est près de 9 millions d'exilés organisant des manifestations festives dans les capitales du monde entier. Pour beaucoup de Vénézuéliens restés au pays, c'est encore l'incertitude et la peur d'un vide du pouvoir. De son côté, le président Trump a annoncé une gestion temporaire du pays par les États-Unis, le temps d'assurer une passation stable, précisant que des compagnies pétrolières américaines seront impliquées pour relancer rapidement la production et stabiliser l'économie. Un retour pragmatique à la coopération qui avait autrefois fait la prospérité du Venezuela. Dans le live Trigonométrie, il souligne que l'opération n'était pas seulement humanitaire, mais géopolitique. Empêcher la Chine, la Russie et l'Iran de contrôler ses réserves pétrolières massives et neutraliser une menace à la porte des États-Unis avec le trafic de drogue et les alliances hostiles. Au niveau du pétrole, s'il est dit que le Venezuela a les plus grandes réserves au monde, il faut quand même noter que c'est un pétrole très visqueux, compliqué, donc coûteux à extraire et à raffiner, ce qui explique pourquoi la production actuelle est très faible. Ce pétrole n'a rien à voir avec celui des pays du Golfe qui est léger et fluide, et du coup, le brut vénézuélien se vend souvent avec une décote de 50%. Ces réserves sont immenses sur le papier, mais leur exploitation réelle est un défi majeur. Trump a désigné Delcy Rodriguez, une figure clé du régime, vice-présidente et membre du Parti communiste, comme successeur intérimaire. Comme l'explique Francis Foster, ce choix pragmatique vise à éviter un chaos immédiat, car elle pourrait coopérer avec les Américains, rumeur de contact préalable, tout en maintenant une certaine continuité pour contrôler l'armée et les collectivos. Mais pour l'instant, les enforceurs de Maduro restent en poste et l'avenir démocratique reste incertain. Abordons à présent les réactions contrastées aux États-Unis, célébration de la diaspora et protestation anti-intervention. Deux types de manifestations ont éclaté aux États-Unis, reflétant les divisions profondes autour de cette intervention. Les estimations indiquent que les rassemblements pro-opposition ont attiré des foules bien plus importantes, avec une part importante de la communauté vénézuélienne, plus de 4 millions aux États-Unis, célébrant la capture de Maduro. La gauche américaine s'est par contre mobilisée avec quelques dizaines de manifestations, rassemblant à chaque fois quelques dizaines à plusieurs centaines de personnes. Les célébrations pro-opposition de la diaspora vénézuélienne ont principalement eu lieu en Floride du Sud, notamment à Miami et Doral, surnommé Doralzuela, à New York, Boston, Minneapolis et Chicago. Des foules importantes issues de la diaspora ont envahi les rues, agitant des drapeaux vénézuéliens, chantant l'hymne national et scandant des slogans en faveur de la démocratie et remerciant Trump. Ces célébrations, spontanées et joyeuses, ont exprimé un immense soulagement face à la chute de Maduro, perçu comme responsable de la fraude électorale de 2024 et de décennies de répression orchestrées par une idéologie socialiste destructive. Parallèlement, des manifestations contre l'intervention américaine ont mobilisé des groupes socialistes comme l'Answer Coalition, le Party for Socialism and Liberation, PSL, et des politiciens soutenus par les Democratic Socialists of America, DSA. Ces modestes rassemblements, organisés via les réseaux sociaux, ont touché des dizaines de villes américaines, dont Washington DC, devant la Maison-Blanche, avec des slogans comme « Stop the War Machine » ou « No War for Oil ». Les participants, allant de dizaines à plusieurs centaines par site, ont dénoncé une guerre pour le pétrole et exigé la libération de Maduro. Ces réactions contrastées illustrent la polarisation. D'un côté, l'euphorie d'une diaspora victime du régime chaviste, et il représente l'immense majorité, de l'autre, l'opposition idéologique de la gauche américaine à toute intervention militaire unilatérale. On remarquera que de nombreux journaux ont choisi de publier des photos des manifestations socialistes plutôt que des rassemblements de la diaspora vénézuélienne.
On se demande pourquoi on retrouve dans ces journaux, dont le site Reuters, de multiples photos sous différents angles d'une femme voilée avec un mégaphone pendant une manifestation du Party for Socialism n'ayant rassemblé que quelques centaines de personnes devant la Maison-Blanche. La gauche française a vivement condamné l'arrestation de Nicolás Maduro par les États-Unis le 3 janvier 2026, la qualifiant d'un enlèvement odieux et de violation flagrante du droit international. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une saisie du pétrole vénézuélien par Trump via une intervention militaire d'un autre âge, interpellant Macron pour une condamnation immédiate et appelant à sa libération. On se rappelle que ce dernier se félicitait de la réélection manifestement truquée de Maduro, oubliant de mentionner les milliers d'emprisonnements et les centaines d'assassinats d'opposants politiques cumulés par ce régime, sans compter l'exode de millions de Vénézuéliens fuyant la crise humanitaire orchestrée par une idéologie socialiste destructive. Enfin, terminons avec les leçons pour les libéraux. Le socialisme est l'ennemi de la liberté. Cet effondrement du Venezuela en quelques décennies valide les principes libéraux. Le socialisme, séduisant pour les frustrés, logement inabordable, inégalité, mène toujours au désastre, car au final, rien n'est jamais gratuit. Au départ, il est facile de voler les richesses existantes, saisir les moyens de production, en appauvrissant tout le monde, mais à un moment, il ne reste plus rien. Di Martino avertit les jeunes occidentaux « Si vous haïssez Trump, ne donnez pas au gouvernement le pouvoir socialiste, car des gens que vous détestez l'utiliseront contre vous. » La solution ? Réduire les régulations, les taxes, promouvoir la productivité et la liberté. L'intervention américaine, bien que controversée, rappelle des succès comme Panama, qui est aujourd'hui un des pays les plus agréables d'Amérique latine. Sans divisions ethniques et avec une opposition démocratique forte, le Venezuela peut renaître. Espérons une transition vers un libre marché exportant du pétrole au lieu de réfugiés. Le mirage socialiste s'effondre, que vive la liberté. Merci d'avoir écouté cet épisode mis à jour avec les toutes dernières analyses. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains podcasts. À bientôt!